C'est parti. En France, en Europe, aux États-Unis et dans le monde, on fait face à une pénurie de compétences. Ici, sur ce panel, on ne croit pas qu'il y a une pénurie. On n'a juste pas trouvé les gens qui peuvent s'intéresser à notre sujet. Et donc, on va avoir une démonstration de comment on source les gens, je ne sais pas si ça se source, mais comment on les identifie et comment ensuite on les amène vers le sujet qui, de but en blanc, pourrait, enfin, pas forcément ultra sexy, surtout quand on n'a pas une appétence et une expérience d'ingénieur. Cela étant dit, les métiers de la cyber, ils sont multiples, ils sont nombreux et on en retrouve dans toutes les dimensions. Et je peux vous dire qu'on a organisé cette journée cyber avec une équipe absolument compétente et pourtant déséquilibrée en termes de genre, comme on dit, puisqu'elle était majoritairement féminine. Et donc là, je prends déjà tout le monde un peu à contre-pied parce qu'il paraît qu'on manque de femmes. Alors moi, je ne sais pas si on manque de femmes. Ce qui est sûr, c'est qu'on manque de compétences et qu'il y en a partout. Donc je vais me tourner tout de suite vers toi, Valérie, pour que tu puisses peut-être... non, pardon, Valéria, pour que tu puisses un peu nous rappeler les chiffres clés et quelle est la situation. Et puis petit à petit, on va rentrer dans ce que vous faites concrètement sur le terrain pour apporter une réponse à la fois pour vos entreprises, pour les entreprises de la cyber et pour l'économie en général. Valéria, présidente de Women for Cyber et ancienne députée précieuse au Parlement, je te cède la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Valéria Formidian, je préside l'association Women for Cyber France, qui a pour vocation de promouvoir la cyber auprès des femmes et les femmes dans la cyber. Alors, on manque de compétences, oui, on manque de talent surtout, parce que il s'avère que la cyber, comme le numérique, comme d'autres métiers nouveaux, demande énormément de main-d'œuvre parce que c'est des secteurs qui se développent et ce sont des secteurs créateurs de valeur et créateurs d'emplois. On a aujourd'hui en France, on n'est pas encore au plein emploi et des métiers sont en destruction justement par l'avènement du numérique. Donc, on a forcément des gens pour occuper ces emplois. Si on était à 0 de rotation et si on était en plein emploi et si on était en démographie en berne et s'il n'y avait aucune destruction d'emplois, effectivement, on serait en difficulté. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, on a des gens à former et à informer, les nouvelles générations notamment. Et donc, la cartographie aujourd'hui, c'est autour de 15 000 emplois. Hein. Ça fait des années qu'on dit qu'il manque 15 000 talents pour occuper des emplois vacants sur le territoire français. Il y a une volonté de créer 37 000 emplois supplémentaires d'ici 2025, parce qu'il y a un besoin. Le besoin, il est réel et on l'a entendu tout à l'heure parce qu'il y a une prise de conscience en ce qui concerne le besoin en matière de cybersécurité. Ce qui n'était pas le cas avant, et tu l'as mentionné, j'étais députée de 2017 à 2022, j'ai travaillé sur ces sujets. Quand j'avais des interlocuteurs comme les collectivités territoriales, comme les représentants des chefs d'entreprise, face à moi en 2017, en leur parlant de cybersécurité, d'intelligence artificielle, tout le monde me regardait avec des yeux tout ronds en disant mais que ce n'était pas du tout le problème, ce n'était pas du tout le sujet et qu'on avait autre chose à faire. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, chaque chef d'entreprise ou presque est conscient du risque. Là où on a une difficulté, c'est qu'il ne sait pas comment l'appréhender, ce risque. Et là, il a besoin d'une réponse vis-à-vis des talents pour savoir s'il doit internaliser la compétence, s'il doit externaliser son besoin auprès d'une entreprise de service, comment il trouve du monde sur le terrain, il recrute qui, DSI, RSSI, ça ne lui parle pas, ces choses-là. Un chef d'une PME, s'il n'est pas dans le secteur du numérique, il est complètement perdu face à cette question-là. Et c'est là qu'il a besoin d'information, c'est là qu'il a besoin d'évangélisation, parce qu'il a compris qu'il y avait un risque, ce qui n'était pas le cas en 2017. Aujourd'hui, il le sait, mais comment il l'appréhende ? Merci beaucoup pour cette introduction et quelque part cette passe décisive pour Valérie,
puisque une fois qu'on a cette prise de conscience, comment on y répond quand on est une école, et quand on est une école aussi spécifique, parce que l'école 2600, elle a son approche à elle, et je crois pouvoir dire qu'elle répond à un besoin spécifique et identifié. Est-ce que Valérie, tu pourrais nous dire ce qu'est l'école 2600, ce qui la compose, et comment vous travaillez pour répondre à la problématique posée par Valéria, qui est en fait une problématique qui se pose à nous tous? Alors, oui. Alors, je vais vous parler de 2600 et pas que de l'école 2600. Puisqu'en fait, effectivement, on a pour vocation de pallier ce manque de ressources, ce manque de talents, ce manque de compétences qui se fait ressentir dans les entreprises, mais également dans les institutions. Nous, on a une culture du résultat, hein, les cofondateurs. Donc, la première démarche qu'on a eue, c'est d'aller à la rencontre des entreprises et des institutions pour arriver à définir avec eux quels étaient leurs besoins réels et urgents, leurs priorités. Donc, ils nous ont dit, on a besoin d'experts cyber. Donc, on a eu des partis pris très forts. Le premier, ça a été de dire, et c'était assez nouveau quand on est arrivé sur le marché de la formation, en créant l'école 2600, c'est de dire on va ne former qu'à la cybersécurité. C'est-à-dire ce qui existait, c'était des cursus, des masters. On finissait son cursus d'école d'ingénieur avec 6 mois ou 1 an de formation en cybersécurité. Donc nous, on a eu ce parti pris fort de dire si on veut former des experts en cybersécurité, ce que le marché nous demande, ben, ça prend du temps. Et il faut qu'on forme à toutes les composantes, donc dans la globalité de la cybersécurité, que ce soit bien évidemment les fondamentaux techniques, la sécurité défensive, la sécurité offensive et la GRC. Donc, et le GRC. Alors ça, c'est gouvernance, risque et conformité. Okay. Ça, c'est très important. On parlait de NIS 2 tout à l'heure. Donc, ce qu'on dit souvent à nos étudiants, c'est que la technique, c'est important, mais si vous ne comprenez pas l'organisation et le business de l'entreprise dans laquelle ou l'institution que vous allez rejoindre, ça ne servira à rien. Donc ça, c'est le premier parti pris qui est très fort. Le deuxième, c'est qu'on a fait le choix d'avoir une école 100% en alternance. Pourquoi? Parce que d'abord, ça permettait de mettre des ressources très vite à disposition de nos partenaires. On a 250 partenaires, entreprises et institutions. Et puis, la deuxième raison, c'est qu'on a un travail au quotidien, au niveau des programmes qu'on revoit régulièrement, avec le terrain, pour être sûr que les compétences auxquelles nous formons répondent bien aux besoins réels des entreprises et des institutions. Et c'était justement pendant notre présentation, notre préparation, tu me disais du diplôme à la compétence. Absolument, absolument. Je vais y venir parce que ça, c'est la première étape. On forme, on attire les jeunes, on attire de nouveaux talents, pas assez de filles, mais on y travaille, vers les métiers de la cybersécurité. Après, quand on regarde les besoins, Valérie en parlait tout à l'heure, et puis c'est exponentiel, c'est mondial, on se dit que la formation, ce qu'on appelle la formation initiale, ce n'est pas suffisant au regard de l'urgence pour pallier à ce manque de ressources. Donc, on a à nouveau interrogé les entreprises en leur disant, finalement, quelle est votre problématique aujourd'hui au sein de l'entreprise? Et ce que la majorité nous a répondu, c'est je n'arrive pas à identifier, finalement, les compétences cyber précises de mes collaborateurs. Et là, j'en arrive à la compétence. C'est-à-dire que les entreprises ou les institutions nous disent, on a comme base un diplôme ou une certification, mais on est sorti d'une école parfois il y a 10 ans, et qu'est-ce que mon collaborateur aujourd'hui maîtrise en matière de compétences? Donc, et nous, c'est vrai que quand on a créé l'école et nous développons aujourd'hui une plateforme de formation, et on n'aime pas dire formation continue, on parle vraiment de formation tout au long de la vie, et elle est centrée sur les compétences, voire même les micro-compétences. Donc, quelle est la différence entre les deux? Alors, je vais essayer d'expliquer simplement. On a des fiches métiers. L'ANSSI a un panorama des métiers de la cybersécurité. Donc, on a différents métiers. Il y en a également en Europe, il y en a également aux États-Unis. Là, on va parler de référentiels et de framework. À partir de cette fiche métier, ce qui est important, c'est de savoir de quoi on parle. On est dans un secteur qui évolue tellement vite, les compétences évoluent tellement vite que il y a besoin d'avoir une granularité assez fine, c'est-à-dire que sur une tâche qu'on va demander, quelles sont les compétences nécessaires? On est presque jusqu'à, oui, comment faire cette tâche? Qu'est-ce qu'il faut que je maîtrise pour pouvoir être en capacité de prendre cette mission ou de prendre ces responsabilités? Donc nous, on a regardé justement pour concevoir nos programmes et nos programmes de formation tout au long de la vie.
justement comment on pouvait faire ce découpage à partir d'une fiche métier ou d'une fiche de poste ou d'une mission. Quel découpage on pouvait faire en compétences et en micro-compétences. Et on disait tout à l'heure, beaucoup l'ont dit, qu'il n'y a pas de frontières en cybersécurité. Donc, on a fait ce travail, nous en tant qu'organisme de formation, de regarder quels étaient les référentiels au niveau international. Et effectivement, le référentiel américain, le NICE, a une granularité très fine. Où on parle de compétences, on parle de savoir, on parle de savoir-faire. Et donc, nous, on a créé vraiment notre référentiel de compétences et de micro-compétences à partir du référentiel américain, du référentiel européen de l'ENISA et bien évidemment du panorama des métiers de l'ANSSI. Alors, à quoi ça sert tout ça? Parce qu'on va concrètement, comment on utilise et comment on a cette approche par les compétences. En fait, et pour répondre justement à cette problématique des entreprises de dire j'arrive pas à identifier. En fait, on part d'un besoin d'une entreprise, donc qui est souvent exprimé par un métier ou un poste, et on va découper ça avec une granularité très fine en compétences et en micro-compétences. Et à partir de là, ça va nous permettre sur ce référentiel d'avoir toute une phase de profiling et d'assessment, c'est-à-dire qu'on va évaluer les collaborateurs de l'entreprise, qu'est-ce qu'ils maîtrisent en termes de compétences et micro-compétences, et qu'est-ce qu'ils ne maîtrisent pas, ou qu'est-ce qui est obsolète en termes de compétences. Et ça va nous permettre, une fois qu'on les a évalués, de concevoir des programmes de formation qui sont sur mesure, ce qui fait qu'on va former à la juste compétence uniquement. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, on va former plus vite, on va former moins cher, et surtout, il va y avoir mieux, comme tu le disais, parce qu'il va y avoir plus d'engagement. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui sur le marché? Parce que bien avant, on a regardé ce qui existait. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des formations standardisées sur étagère, c'est-à-dire qu'on vous dit, bah, tiens, pour tel poste, c'est une formation de 70 heures. OK, mais si ça se trouve, le collaborateur en maîtrise déjà 30. Donc, généralement, vu qu'on manque de talent, ils sont assez débordés. Donc, autant le former uniquement sur les 40 heures qui vont lui amener les compétences nécessaires plutôt que de lui coller quelque chose de standardisé. Donc ça, c'est vraiment une approche, je pense, qui est différenciante et que les entreprises demandent. Donc en fait, on évalue, on voit les compétences qui manquent et à partir de là, on va former uniquement sur ces compétences-là. Et très important, on va micro-certifier. Parce que la micro-certification permet d'avoir cette traçabilité, permet aux collaborateurs de rajouter des micro-compétences pour aller vers un autre poste, une autre fonction ou changer de secteur d'activité. Et ça permet aussi, en termes de reskilling, il faut savoir que la dernière étude Splunk qui était mondiale, les DSI et RSSI interrogés disaient, 86% d'entre eux disaient on a un tel manque finalement de talent ou de compétences qu'on va reskiller des personnels de l'IT et justement les skiller en cybersécurité. Et quand on a cette granularité-là et qu'on peut vraiment aller cibler la micro-compétence, ça permet de graduer, de faire du sur-mesure, de micro-certifier et d'aller selon sa temporalité. Et une PME, elle n'a peut-être pas les moyens de bloquer 70 heures de programme pour un de ses collaborateurs, surtout que finalement, il y a peut-être 40 heures qui ne vont pas servir ni à l'entreprise ni aux collaborateurs. En revanche, si on est au niveau de la micro-compétence, on va pouvoir construire ces programmes micro-certifiés et pour le collaborateur comme pour l'entreprise, on est sûr que c'est au service de la résilience et ça répond aux besoins réels de l'entreprise. Merci beaucoup Valérie et Valéria pour ce premier panorama. Et j'ai noté un certain nombre de mots qui doivent résonner du côté de Thibaut Meyer, notamment certification, mais j'ai entendu aussi Know Your Customer. Et vous avez commencé par ça, hein, connaître les clients, de quoi on a besoin. Et la réponse que vous apportez aux trois typologies que Valéria a présentées, le grand public, les collaborateurs d'entreprise et les experts cyber, je comprends aussi que vous avez une approche sur mesure en fonction à la fois du niveau au moment T, mais aussi sur un T plus X. J'ai fait Terminal S. Je vois aussi, et ça c'est intéressant pour la journée, que finalement NIST a été ressource d'inspiration. Ce que j'apprécie aussi, c'est que vous l'avez mixé, mélangé à l'approche Europe/France. Et peut-être un peu plus tard, je serais intéressé de savoir si vous aviez noté des différences. Et donc à la fin, moi j'entends un engagement sociétal.
On est dans le win-win-win, win pour le collab, win pour l'entreprise et donc win pour la société. Et finalement, ça rejoint quand même beaucoup de ce que fait Google en France, en Europe et dans le monde. Thibaut, quand on a préparé cette table ronde, on avait aussi les certifications Google. On sait que vous vous adressez finalement les 3 typologies que Valéria a présentées, mais de manière différente. Qu'est-ce que vous faites et pourquoi vous le faites? Alors en effet, on en a fait ces 3 technologies, ces trois typologies. Alors d'abord, je rejoins le constat qui a été fait. On voit vraiment la distorsion entre l'offre et la demande en termes de ressources et de compétences. Alors, tu as évoqué les certifications sur nos produits. Alors, comme tout éditeur de solutions, côté Google Cloud, on a des certifications qui sont vraiment réservées aux professionnels de la sécurité et qui touchent vraiment un petit périmètre, qui sont nos solutions. Donc, voilà, c'est loin d'être suffisant. On a ensuite lancé, alors en octobre dernier, dans sa version française, ce qu'on appelle les certificats Google et les Google Carrier Certificates pour la cybersécurité, donc en langue française, qui est une première formation d'environ 250-300 heures qui peut être fait en ligne et qui s'adresse à des gens, voilà, soit qui veulent changer d'orientation, soit qui veulent avoir une première formation en cybersécurité et qui peuvent faire, donc c'est une formation en ligne, ils sont indépendants pour le faire, pour pouvoir avoir ces premières compétences. Et on a essayé aussi d'élargir un petit peu le périmètre, et pas forcément de penser qu'aux professionnels de la cybersécurité, mais à un public plus large. Et on a développé depuis plusieurs années un programme qui s'appelle les ateliers numériques, et donc qui s'adresse alors avec plusieurs partenariats et qui s'adresse à différents publics. On a organisé ça plutôt orienté vers les familles pour tout ce qui était protection, voilà, de la navigation des enfants, de l'usage numérique par les plus jeunes. On a aussi orienté ça vers les petites et moyennes entreprises, avec notamment la Fédération des entreprises de vente en ligne. Et puis plus récemment, l'année dernière, orienté vers les collectivités territoriales, avec l'Association des villes de France, pour justement pouvoir toucher un grand public, voilà, que ce soit un public d'élus, un public de fonctionnaires territoriaux, à ces bonnes pratiques du numérique, à cette sensibilisation à la cybersécurité. Merci Thibaut. Mais on a fait aussi, j'ai eu la chance de participer aux premiers ateliers numériques, mais aussi au Tour de France qu'on avait fait dans les collectivités. Cette démarche à destination d'une part des PME et d'autre part des collectivités, elle est toujours en cours, n'est-ce pas? Donc si jamais, par exemple, dans un département dans lequel on aurait une ville qui est proche de l'eau, mais très proche de l'eau, avait besoin ou avait envie de mieux connaître la cyber, on pourrait s'adresser à la fois à Google et peut-être même à tous les 3 en même temps. Est-ce que ça existe des gens extérieurs dans la démarche Google? Ah, c'était pas prévu ça. Alors, tout à fait. Enfin, alors déjà, ce que j'ai oublié de préciser, ces ateliers numériques ont été faits en partenariat avec le GIE ACIMA, que vous devez connaître sous le nom de cybermalveillance GouVFR, donc qui nous a aidé pour un partenariat pour le contenu. Ensuite, je pense qu'il y a vraiment 2 étapes. Il y a cette création du contenu, et puis ensuite avoir un partenariat pour savoir à qui on s'adresse, qui on cible. Et en effet, une collectivité territoriale, y compris proche de l'eau, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup Valéria. Et je crois que c'est assez nouveau dans les débats sur les compétences. Moi, c'est la première fois que j'entends parler d'un marché. C'est-à-dire qu'on a une approche des ressources humaines en disant qu'il y a un marché, donc il y a de la compétitivité. Comment chez Women for Cyber, et même probablement plus largement, comment on attire ces gens vers ce marché et qu'est-ce que vous faites, vous, spécifiquement, en fonction des différentes cibles? Alors, Women for Cyber est créé à la base justement parce qu'on manque de talents en Europe et que le vivier féminin a été peu exploité. On a aujourd'hui 11% de femmes dans les métiers technologiques, dans la cybersécurité.
Plus globalement, quand on voit le nombre d'étudiants en école d'ingénieurs, nombre de femmes dans les écoles d'ingénieurs et le nombre de femmes qui sont dans les cursus informatiques, ça fait un peu peur. Pour autant, on a besoin dans tous les nouveaux métiers d'un équilibre homme-femme, parce que c'est des métiers qui sont créateurs en fait des nouvelles technologies. C'est en cours d'évolution ces technologies. Donc, s'il n'y a pas de contribution de la diversité, pas uniquement des femmes, hein, de toutes sortes de personnes représentantes de la société, on aura une vraie difficulté in fine, parce que du coup, on aura une monolecture ou une monorédaction, une vision un peu étroite et triquée de l'avenir de nos pays, de nos libertés, de nos démocraties, de notre sécurité, tout confondu. Et donc, au sein de Women for Cyber, on a plusieurs actions justement pour rendre la cyber plus accessible, plus lisible, plus visible. On travaille en consortium avec le campus cyber, on travaille en partenariat avec des écoles, et notamment l'école de 1600, pour permettre d'évangéliser le grand public. C'est-à-dire qu'on intervient auprès des intervenants qui travaillent avec la jeunesse. C'est les conseils d'orientation, c'est des intervenants en SNU, c'est les régions, c'est les départements, pour leur expliquer que d'une, voilà les métiers qui existent, deux, c'est des métiers d'avenir, trois, la rémunération, elle est très attractive, et voilà les cursus pour atteindre ces métiers, de manière à ce que les adultes qui ont grandi dans un univers où la cyber était totalement invisible et méconnue, et à l'esprit, quand ils s'adressent à la jeunesse, que c'est des métiers d'avenir et qu'il faut les promouvoir, comme d'autres métiers nouveaux qui se créent. Ensuite, on a un programme de mentorat européen qui permet de mettre en relation les mentors déjà en poste et les personnes qui arrivent en poste dans les métiers de la cyber. Ça peut être des jeunes diplômés, ça peut être des personnes en reconversion, ça peut aussi être un changement dans la carrière, quelqu'un qui était dans le numérique mais dans un autre secteur et qui a rejoint la cyber et qui a besoin d'avoir un retour sur l'expérience de quelqu'un qui est plus installé dans le métier. Et on a aussi une plateforme de recrutement européenne qui permet de mettre en relation des personnes à la recherche d'un emploi ou disposant d'une compétence dans la cyber et les entreprises qui ont besoin de recruter. Ce sont des entreprises de la cybersécurité, mais aussi utilisatrices de la cyber, parce qu'aujourd'hui, en fait, le métier de la cyber ce sont pas uniquement des métiers dans le secteur, l'écosystème de la cyber. Toutes les entreprises qui veulent se protéger ont besoin de cette compétence-là. Elles doivent toutes, mais elles ne savent pas encore qu'elles le peuvent. Donc, du coup, elles ont besoin de recruter, mais elles ne se rendent encore une fois pas compte de quel type de compétences il leur faut, qu'est-ce qu'elles ont en interne, c'est ce que disait Valérie tout à l'heure, comment on peut utiliser les ressources déjà présentes dans l'entreprise mais qu'on n'a pas su identifier avant de recruter, avant de acheter une solution externe très très chère. Et donc voilà, Women for Cyber essaie de contribuer à sa petite échelle, parce qu'on est une association loi 1901, et tous les acteurs qui contribuent à la promotion des métiers de la cyber sont importantes. On essaie à notre petite échelle d'intervenir auprès des différents acteurs pour faire connaître le secteur, les métiers, modifier aussi l'image. On s'est longtemps représenté le secteur IT et la cyber en particulier, avec des caricatures liées au cinéma hollywoodien. Donc, quand on avait, quand on avait un cybercriminel, il était souvent russophone, dans une cave, avec une capuche, relativement jeune et relativement associable. Donc, du coup, ça ne parle pas forcément à tout le monde.
en termes de représentation. Et quand on se projette dans un métier ou dans un secteur comme ça, en disant j'ai 18 ans, j'ai 25 ans, quel métier je veux faire, on ne se voit pas exactement comme ça. Alors même que pour nous, en tout cas au sein de Women for Cyber, les métiers de la cybersécurité, c'est des métiers du care qui devraient, sur le principe d'être attractifs pour les femmes, parce que les femmes sont les premières à rentrer en médecine et dans les métiers, dans ces métiers-là d'aide, on va dire, de soins ou d'aide à la personne. Et pour nous, la cybersécurité devrait être vue comme ça, et on essaie de changer cette image. Justement, merci pour la transition, parce que je voulais vous poser à toutes les deux, avant de céder à nouveau la parole à Thiébaut, la même question, mais probablement avec des réponses différentes. C'est-à-dire que est-ce qu'on rédige les offres d'emploi? Est-ce qu'on les rédige de la même manière? Est-ce qu'on les rédige comme nous les rédigions? Alors moi, j'en ai jamais rédigé personnellement, mais première question. Deuxième, et ça a été aussi évoqué dans les sessions précédentes, comment on passe à l'échelle, comment on massifie École 2600, comment on arrive à un niveau de production de talent, donc de compétences, qui puisse matcher la demande, si je puis dire. Et je suis navré de parler avec des termes économiques, mais je pense que c'est aussi important de voir la production de valeur par les collaborateurs, et c'est comme ça qu'il faut le comprendre dans la manière dont je l'exprime. Qui veut répondre? Est-ce qu'on s'adresse aux jeunes de la même manière, qu'ils soient qu'elles ou qu'ils, et puis ensuite, comment on passe à l'échelle pour prendre votre initiative, par exemple, comment on fait pour que tous les gens, et donc les formateurs probablement, aient en tête ce sujet-là et puissent en parler? Alors, il y a plein de questions dans ta question. Oui, alors, je voudrais revenir sur ce que tu disais, Valéria, et répondre en partie à ta question. Déjà, nous, on prône qu'il n'y a pas finalement, il n'y a pas de fatalité d'orientation pour quelqu'un qui veut travailler en cybersécurité. Ça, c'est important de le dire parce que c'est un des rares secteurs où on peut s'auto-former, en tous les cas, orienter sa carrière vers la cybersécurité. Il y a beaucoup de sites en ligne qui permettent de s'entraîner. Et nous, souvent, on a des jeunes qui sont encore au collège, qui nous disent « ça m'intéresse, ça commence à m'intéresser ». Et nos étudiants, parce que les rôles modèles les plus forts, les meilleurs ambassadeurs, ce sont nos étudiantes et nos étudiants, les guident pour qu'ils puissent petit à petit rentrer dans cette culture cyber et commencer à se former. Il faut savoir aussi que nous, on a une réelle diversité de profils qui intègrent l'école. On est extrêmement sélectif, on ne prend que 8% des candidatures. Mais on a des étudiants qui ont des masters en sciences cognitives. On a des étudiants qui ont fait déjà des cursus d'école d'ingénieurs en aéronautique. On a des étudiants qui ont fait, bien évidemment, qui sortent de BTS ou d'IUT informatique. Mais donc il y a vraiment, c'est parce qu'il y a une vraie pluralité aussi de compétences nécessaires. Et je parle bien là de soft skills et de hard skills, pour arriver justement à répondre à cette innombrable finalement agrégation de compétences qui forment cette expertise cyber. Donc ça, c'est la première chose. Après, pour répondre à ta question et dire quelle scalabilité, c'est la grande question. C'est-à-dire que évidemment, il faut qu'on forme plus massivement, il faut qu'on forme plus vite, mais attention, sans pour cela perdre en qualité et en expertise. Donc, nous, aujourd'hui, l'école est ouverte depuis 2021, on a 300 étudiants aujourd'hui, on vise à horizon 2025 d'avoir 1000-1500 étudiants sur le campus, et c'est ce que je disais, mais on ne va pas s'arrêter là, il faut effectivement reskiller, upskiller, pouvoir évaluer sur une base qui est saine au départ, c'est-à-dire vraiment évaluer à partir d'un référentiel qui a une granularité fine, et y aller petit à petit, rajouter les compétences nécessaires, toujours en restant vraiment sur les objectifs, c'est-à-dire quelles sont les compétences nécessaires pour répondre, pour permettre aux entreprises d'être résilientes et aux institutions d'être résilientes. Après, il y a une dimension aussi qu'il ne faut pas perdre, c'est, nous, notre objectif, c'est aussi finalement de permettre aux entreprises, aux institutions, de ne plus être en réaction, mais de pouvoir être proactifs aussi.
Et quand on est justement sur un référentiel de compétences, quand on parle bien de compétences, ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de dire que le diplôme ou la certification, il faut l'oublier, hein, mais finalement, un diplôme ou une certification, quand on le prend par ce spectre-là, c'est l'association, l'agrégation de micro-compétences et de compétences. Et là, on sait vraiment de quoi on parle. Et le fait aussi, pourquoi on regarde les référentiels, et tu parlais d'offres d'emploi, je vais y revenir, pourquoi on parle des référentiels au niveau international, parce que ça permet justement de préempter, de regarder ce qui se passe à l'international et de se dire, tiens, il y a telle compétence émergente dans tel pays, d'analyser et de pouvoir effectivement analyser les compétences qui vont émerger, hein. Ou celles qui vont évoluer, parce que, alors ça date de 2021, mais l'OCDE quand même en 2021 disait que la durée de vie d'une compétence technique, elle est de 12 à 18 mois. Donc on parlait tout secteur d'activité confondu, donc vous imaginez en cyber depuis 2021, 12 à 18 mois, on n'y est pas du tout, du tout. Donc c'est pour ça que c'est d'autant plus important d'être au niveau de la micro-compétence. Et pour revenir sur les offres d'emploi, compliqué aujourd'hui parce qu'il faut vraiment aller dans le texte pour comprendre vraiment quel est le besoin. Parce qu'on sait, ça aussi c'est une problématique qui ressort régulièrement dans les entreprises, il y a des difficultés pour les services RH de comprendre les besoins des services IT, d'accord ? D'où la nécessité d'avoir un référentiel qui est clair, intelligible et partagé par tous. Nous, ce qu'on fait, puisqu'on fait de la prospective aussi, c'est comme ça qu'on accompagne aussi nos 250 partenaires, c'est qu'on a un outil, donc on utilise l'IA, on en parlait beaucoup tout à l'heure, on a un outil qui nous permet de scraper toutes les annonces cyber dans le monde, d'aller collecter toutes les annonces en ligne en temps réel cyber dans le monde entier et de traduire ça en compétences et en micro-compétences. D'accord ? Donc c'est là où l'IA nous aide beaucoup. Et à partir de là, ça nous permet de savoir au niveau mondial quel est l'état de la demande au regard des compétences, mais on peut descendre par pays, par région, mais sur une ville, et de pouvoir se dire quelles sont les tendances en termes d'offres d'emploi, en ayant justement cette dimension mondiale, mais qui peut aller jusqu'à un département ou une ville. C'est aussi assez nouveau d'entendre une sorte de compétitivité de la compétence, puisque si on a cette vision mondiale, on est au meilleur standard. Et donc, du coup, tout ça participe à notre résilience collective. Et j'aime beaucoup aussi l'idée de l'interservice, quelque part, parce que je pense notamment aux collectivités, où c'est vrai que les RH, le système IT, même géographiquement, ils peuvent être éclatés. Valéria, tu souhaitais réagir, et puis ensuite Thibaut en réaction, et peut-être je me permettrai, avant de te céder la parole, d'insérer une nouvelle question dans ta réaction. Effectivement, je voulais répondre à tes questions et à réagir à ce que vient de dire Valérie. Tout à l'heure, tu avais évoqué la notion de marché. Et effectivement, sur ces métiers-là, la notion de marché, de l'offre, de la demande et de la férocité des échanges est devenue assez importante parce que, vu qu'on est en pénurie, les tarifs augmentent, on pique les compétences, les talents, les professionnels du voisin parce qu'on est en pénurie. Donc il y a un mercato annuel, c'est pire que le foot, pas les mêmes chiffres quand même. On n'en est pas encore au milliard ou au million, mais on n'est pas loin sur le système de transfert de footballeurs quand il s'agit de compétences cyber. Et donc, en plus, la rémunération elle est déjà attractive à la base pour les débutants, mais elle devient de plus en plus lourde à porter pour les entreprises, et notamment les entreprises utilisatrices de solutions cyber qui ne sont pas à des levées de fonds tous les jours, qui sont des PME industrielles ou une collectivité territoriale. Il y a des compétences qu'elle ne peut plus s'offrir, même si elle trouvait la personne idoine, parce que budgétairement parlant, on sort complètement des cadres de référentiel salarial dans le secteur d'activité. Ensuite, en ce qui concerne le recrutement, la problématique, effectivement, c'est que le secteur de la cybersécurité est un secteur mouvant, en perpétuelle évolution, qui utilise beaucoup de jargon. Et donc, on a face à quelqu'un qui vient d'être diplômé, une forêt très sombre
de mots dans une offre d'emploi qu'il ou elle ne saura pas tout de suite forcément identifier ou comprendre ou déchiffrer, et où se cachent les micro-compétences dont il n'est même pas certain ou elle n'est pas certaine de les avoir acquis parce qu'il est titulaire d'un diplôme. Elle sait ou il sait les types de formation qu'il a eu, quel enseignement, quel type de professeur. Mais il va se cacher dans ces offres d'emploi des choses auxquelles on ne peut pas forcément répondre. Et là, on se trouve face à ce qui a été prouvé par plusieurs études, c'est qu'une femme, pour répondre à une offre d'emploi, a besoin de cocher 80% des cases, minimum. Un homme, 50% suffit. Et donc, on se retrouve... Non, mais c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est les études sociologiques et psychologiques. Et donc, vous avez aujourd'hui des entreprises qui ne reçoivent aucun CV de femme parce que c'est une offre d'emploi sur 3 pages, avec une liste à la Prévert de missions, de compétences à avoir, et où il faut être vraiment courageux. C'est pire que Tinder, quoi. Il faut être vraiment courageux pour y aller. Il faut être sûr de soi, quoi. et donc, vous avez en plus des gens qui potentiellement auraient été formés pour, mais qui n'osent même pas répondre à l'offre d'emploi parce qu'elle est trop complexe à comprendre. Il y a une autre notion, c'est celle de l'accompagnement à la prise de poste. Un jeune diplômé, et de surcroît une jeune diplômée, va systématiquement se référer à ce genre de choses. S'il n'existe pas dans l'offre d'emploi ou dans le premier contact avec l'entreprise la notion d'accompagnement à la prise de poste, vous avez des candidats qui arrêtent le parcours. C'est des candidats qui refusent d'y aller. Donc, du coup, on a déjà eu que 5 CV. Sur les 5 CV, il n'y a aucune femme. Et en plus, sur les 5 CV, vous en avez 3 qui disent oh, finalement, j'abandonne, ça m'a l'air trop compliqué. Et donc, forcément, le recrutement devient le cheval de bataille pour toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, pour pouvoir aller trouver la perle rare. Et forcément, on cherche des gens avec expérience, sauf qu'on parle de cybersécurité. On a combien d'années de recul sur le sujet en France et en Europe? Très peu finalement. Donc on a très peu de gens qui ont une assise d'expérience très forte pour pouvoir les recruter. Encore une fois, eux, ils coûtent le prix d'un footballeur. Merci Valéria. Thibaut, peut-être quelques réactions. Et puis je me posais la question de savoir, en écoutant Valérie et Valéria, pourquoi Google s'engage sur ces questions de formation, parce que finalement, je pense qu'en termes de recrutement, la marque Google est déjà sacrément attractive. Et puis finalement, est-ce que c'est aussi... enfin, je vais donner des pistes de réponse, mais bien sûr sous ton contrôle, mais moi, je vois 2 points. Je vois l'engagement sociétal constant chez Google, mais de mon point de vue, et je l'ai eu dans ma propre industrie, il y a aussi éduquer son marché. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens ne savent pas, peut-être qu'il faut nous pousser une information, et j'espère qu'on l'a fait aujourd'hui, accessible à celui en fait, qui n'a pas besoin de tout savoir. Merci. Alors, quelques commentaires sur ce qui avait été dit précédemment. Alors d'abord, je rejoins tout à fait. En cybersécurité, on a besoin de beaucoup de compétences. Et quand même, pour avoir un point positif, la cybersécurité permet des carrières très variées. Alors, aussi bien des carrières extrêmement techniques. On parlait ce matin dans le panel de quelqu'un qui avait travaillé sur les cartes à puce, mais également des carrières plus sur la conformité, sur la gestion du projet, sur éventuellement les aspects juridiques. Donc voilà, c'est vraiment un domaine où on peut, on va dire, choisir son parcours et puis surtout avoir un parcours qui évolue au fil du temps. Ensuite, il y avait une question sur comment est-ce qu'on passe à l'échelle. Alors, 2 éléments de réponse là. Le premier, c'est alors bon, il faut avoir des supports de formation, mais ça, je dirais, c'est le début, mais c'est certainement, ça ne suffit pas. Ensuite, la première étape, je pense, c'est arriver à trouver son public, son bon public. Et là, je remercie Women for Cyber qui nous aide beaucoup dans ce domaine-là à trouver justement le public adéquat qui pourra se lancer dans ces formations. Ensuite, et c'est également mentionné, il ne faut
pas jeter en pâture une formation à quelqu'un et l'abandonner. Il y a tout un système de mentorat, d'accompagnement pour que cette personne puisse aller au bout de sa formation, surtout quand on ne parle pas de formation qui dure quelques heures, mais plutôt plusieurs semaines, plusieurs mois. Voilà, il faut être capable d'accompagner cette personne tout au long de sa formation. Et enfin, la troisième étape, hein, c'est que lorsqu'on est évidemment, on se forme pour une insertion professionnelle, pour une réorientation. Il faut aussi travailler, on va dire, à l'autre bout du spectre avec les entreprises pour qu'elles puissent reconnaître cette formation. C'est ce qu'on essaie de faire avec nous, notre certificat, pour que des entreprises, notamment des entreprises françaises, reconnaissent ces certificats et en tiennent compte dans leur processus de recrutement. Alors, pourquoi nous, est-ce qu'on s'engage sur la formation? Alors, tu l'as dit, hein, pour globalement, enfin, la cybersécurité, je pense qu'aucun acteur, y compris aucun grand acteur, même Google, n'est capable de faire face à ces enjeux qui sont seuls. Hein. On l'a répété ce matin, c'est un sport d'équipe. Il faut que globalement, on soit, voilà, qu'on progresse ensemble, qu'on arrive à progresser ensemble. Alors évidemment, nous, on est une boîte de technologie. On est un fournisseur aussi bien de services aux entreprises sur la partie cloud que de services, on va dire, d'applications au grand public. Hein. On a quelques applications qui sont utilisées par plus d'1 milliard de personnes. Notre premier rôle, déjà, c'est de fournir des applications qui sont sûres. On ne transformera pas des milliards d'individus en experts cybersécurité, ce n'est pas l'objectif. Donc, c'est déjà fournir des applications qui sont sûres et travailler dans ce domaine. On arrête à peu près, pour vous donner un ordre de grandeur, sur notre messagerie Gmail, à peu près 10 millions de spam par minute, voilà, qui n'arrivent pas dans la boîte d'utilisateurs, donc pour leur éviter de se poser la question, est-ce que c'est un mail malveillant, est-ce que c'est un lien malveillant, qu'est-ce qu'on me veut, etc. Donc, on a déjà on va dire, cette responsabilité. Encore une fois, aussi bien sur nos applications grand public que sur la partie cloud à destination d'entreprise, de fournir des solutions sécurisées. Mais après, ça a été très bien dit dans la table ronde précédente, hein, il faut évidemment penser aux personnes. Et globalement, nos clients font le même constat, ont du mal à recruter. Tout ce qui a été dit est vrai, alors c'est vrai pour nos clients, sphère publique ou sphère privée. Et donc, il faut qu'on les aide également à pouvoir recruter, à pouvoir trouver des personnes qui sont formées, on va dire, pour qu'encore une fois, globalement, on gagne cette bataille de la sécurité. Ça n'aurait pas grand sens de se dire, bon, très bien, on a fait notre travail, on a recruté chez Google des experts en cybersécurité, l'information, quand elle est chez nous, elle est bien protégée, mais dès qu'elle va sortir, elle se fera compromettre parce que vous n'avez pas les bonnes compétences, parce que vous n'avez pas mis en place les processus, etc. On pourra dire on a fait notre travail, voilà, mais globalement on aura perdu. Globalement on aura perdu, et si on veut que vraiment, on va dire collectivement le niveau soit élevé, il faut aussi qu'on participe à cet effort. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on finisse. Je voudrais que le mot de la fin soit sur la charte, parce que j'aimerais beaucoup qu'on en parle. Mais je voudrais aussi qu'on puisse répondre aux questions, parce qu'on pourrait vous en parler des heures. Rentrer dans les RNCP, dans tout ce qui est certification, France Compétences, etc. Je ne suis pas certain que ce soit des informations que vous ne puissiez pas trouver sur Google ou d'autres moteurs de recherche. Moi, j'ai une question pour vous. Qui s'est déjà formé à la cyber? C'est anonyme. Bon, on a de la reco faciale. Ok. Plus haut, je vois pas en fait. Pardon. Ok, une minorité. Super. Qui s'est posé la question et s'est dit j'ai pas le temps? Bon, ça c'est bien parce que le temps on l'a jamais, donc faut le prendre. Donc il y avait personne, hein, pour ceux qui voient pas derrière. Ok. Bon, qui pense qu'il en a besoin? Ouais, ça, je suis vachement plus content d'en voir beaucoup plus parce que comme la security by design de Google, donc par conception, en fait, on en a tous besoin. Et la question de la fracture numérique, en fait, c'est pas une question de CSP comme un peu à l'ancienne. C'est que là, c'est pas parce qu'on a fait des études, on a des diplômes, ou, etc., qu'on sait utiliser le numérique. C'est pas vrai. Pour le moment, on sait piloter la voiture, on ne sait pas la conduire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas intégré les règles de sécurité individuelles qui nous permettent la sécurité collective.
Donc, je vous ai posé ces 3 questions pour vous aider à mûrir celles qu'il faut poser, parce que vous êtes tous dans des organisations, tous et toutes, bien sûr. Vous êtes toutes et tous dans des organisations, donc comment ça se passe chez vous, la cyber, et quels sont les éventuels problèmes que vous auriez pu identifier sans en parler au chef ou aux collègues, et que vous pourriez partager avec nous, puisque de toute façon, on n'ira pas le répéter, pour permettre à nos experts de pouvoir potentiellement, si ce n'est vous apporter des réponses, au moins vous proposer une porte d'entrée, parce que c'est toute la question de la cyber, c'est par quelle porte on entre. Bon, ben nous, on a quelques clés. Est-ce qu'on a des questions? Yes. Merci. Thierry Bettini, empêcheur de tourner en rond, Semkel. Merci. Ma question, c'est qu'on a beaucoup parlé de l'expertise cyber et de monter des gens à des niveaux d'expertise qui leur permettent d'être des professionnels de la cybersécurité en entreprise, dans le secteur public, partout. Et on a peu parlé de la sensibilisation de l'ensemble de la population des entreprises. Alors, on en parle dans les entreprises, il faut faire de la sensibilisation et tout le monde le sait, et pas assez de gens le font, mais en tout cas, un certain nombre commencent à le faire. Est-ce qu'il serait possible d'envisager la sensibilisation dans les cursus scolaires, universitaires, écoles, pour faire en sorte que personne, et donc là on parle de l'armée cyber de demain, personne ne puisse sortir de l'école ou de l'université sans avoir les basiques de la cybersécurité, et deviennent donc systématiquement des acteurs de cette cybersécurité lorsqu'ils travailleront, ou même dans leur vie personnelle, puisqu'on sait que les individus sont autant touchés que les entreprises, même si ils ont peu d'occasion de pouvoir s'exprimer sur le sujet. Merci de la question. Je vais me rentrer en granularité parce qu'elle touche... et j'aime beaucoup aussi la référence finalement avec la sécurité routière, parce que quand on a 14 ans, on apprend à se servir d'un scooter. Donc on pourrait probablement penser à ça. Mais dans ta question, je vois 3 niveaux. Je vois un niveau politique que je réserve à Valéria. Oui. D'autant qu'on a un ministre de l'Éducation qui avait remis le conseiller numérique et qui est désormais Premier ministre en gardant quelqu'un à l'éducation numérique. Donc, quelle est ta vision politique du sujet? Peut-être, Valérie, sur la question MEDEF, grand patron, comment on touche aussi ces gens-là, parce que c'est pas tout à fait l'école, mais à la fin, ces gens sont encore en école et peuvent devenir des entrepreneurs assez rapidement. Donc, les organisations professionnelles peuvent avoir un rôle probablement. Et puis peut-être une question plus marché, les clients. Et donc là, pour Thibaut, de la même manière, est-ce qu'on peut rentrer en granularité telle que même les stagiaires, on va chercher à les adresser via Google? Je ne suis pas certain que ce soit possible, mais c'était pour aller au bout de la réflexion. Je vous propose de le faire à l'inverse, de commencer par Thibaut et de finir par la politique. Comme ça, on finira sur la politique. Alors, sur la partie, on va dire, sensibilisation des collaborateurs, alors, Ouais. en effet, je pense que c'est vraiment quelque chose, un effort à fournir dans les entreprises. Et j'aimerais insister sur un point, parce qu'on pourrait en parler longtemps, c'est également sensibiliser, on va dire, les comités de direction, les conseils d'administration, les décideurs, dans la sphère publique également, hein, les élus, les autorités administratives. Moi, j'ai travaillé quelques années à l'Assemblée nationale, je pourrais raconter quelques anecdotes, mais On n'a pas le droit. on n'a pas le droit. Voilà. Mais imaginez un conseil d'administration où l'un des directeurs vient présenter un projet. Le président du conseil d'administration lui demande, et en termes de finances, de budget, qu'est-ce que vous en... Parlez-nous-en un peu. Et à ce moment-là, il se retourne en disant « Ah, moi, les finances, j'y connais rien, c'est le directeur financier qui doit répondre. » On imagine mal ce genre de situation. Pourtant, aujourd'hui, c'est ça, même si la cybersécurité remonte maintenant à un enjeu stratégique au niveau des conseils d'administration, trop souvent encore, malheureusement, on invite 1 fois ou 2 fois par an le responsable de la sécurité système d'information, et c'est vers lui que tout le monde se retourne lorsqu'il y a un problème cyber, soit après un incident, soit pour gérer les budgets cyber, etc. Alors qu'au contraire, tout le monde, hein, tout le monde autour de la table devrait avoir une certaine, alors pas une expertise, hein, ce n'est pas l'objectif, mais une certaine éducation, une certaine aisance à parler de ces sujets et vraiment à en être aussi responsable pour leur périmètre.
Valérie, j'ajuste un peu la question. Les jeunes dirigeants, en fait, parce que Ouais, je ne vais pas répondre à ta question. Je vais répondre à la question de monsieur peut-être un peu plus. Non, 2 informations que je voulais partager de nos retours d'expérience. D'abord, sur la formation tout au long de la vie, la formation des collaborateurs. On travaille aujourd'hui avec des grands groupes industriels et ce qui est assez étonnant, puisqu'effectivement, vous disiez, on forme les experts, mais les autres. Et on a de plus en plus de demandes qui sont en fait, je veux fermer mes personnels, mais mes personnels dans les usines, ça va sur la mécatronique, vraiment voilà, et leur donner, préparer la gestion de crise. C'est-à-dire que si j'ai une crise cyber, puisqu'on ne disait pas si mais quand, donc quand j'aurai une crise cyber, il faut que j'arrive à former l'ensemble de mes collaborateurs pour qu'ils puissent être en réaction et avoir la bonne réaction et les bons gestes. Et ça, c'est une nouveauté, ce qu'on n'avait pas avant. Donc, je ne parle pas d'évangélisation, fais attention à ta boîte mail, etc. Ça, il y a des acteurs qui le font aujourd'hui et qui le font bien. Et on avance là-dessus, mais on sent qu'il y a vraiment maintenant, je dois former tout le monde pour qu'on soit tous, qu'il y ait cette culture cyber à chaque niveau de l'entreprise. Et lorsque, malheureusement, je suis obligée de dire, lorsque nous serons attaqués, tout le monde va être en capacité de réagir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous parlez de l'école, vous parlez des plus jeunes, et je suis tout à fait d'accord avec vous, ils sont digital natives. Il y a des expérimentations. Nous, on prône pour qu'il y ait de l'instruction cyber à l'école. On travaille d'ailleurs beaucoup avec le ministère de l'Éducation là-dessus. Il y a des expérimentations dans d'autres pays, là aussi, regardons l'international, en Australie, au Canada, où dès la maternelle, il y a une instruction liée à la cybersécurité. Et ce qui est assez étonnant, c'est que c'est, je pense, le seul secteur où finalement les enfants sont en capacité de former leurs parents ou leurs grands-parents, puisqu'ils sont beaucoup plus agiles par rapport au digital. Et voilà. Donc, après, la problématique qu'on va avoir, c'est qu'il faut former les formateurs. Et on a une expérimentation en cours, justement, via notre plateforme, pour arriver à partir des compétences, enfin, d'un programme, comment je forme en maternelle, au collège, au lycée, et donc à partir du programme, de se dire quelles sont les compétences cyber dont le professeur ou l'enseignant a besoin pour pouvoir justement enseigner. Donc on avance là-dessus, on avance avec le ministère du Travail, je crois qu'on se regroupe tous autour de ces sujets-là, et ça change un peu de paradigme aussi. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais... Valéria, on vient de parler en plus du ministère du Travail, ce qui montre l'interministérialité du sujet. En tant qu'ancienne élue, mais toujours active en politique, quelle est la vision de la politique que tu es ? On n'est pas si mal que ça, contrairement à ce qu'on croit, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. En ce qui concerne la jeunesse, on a le PIX, par exemple, qui a été complètement introduit dans les écoles, et c'est un stage que tous les jeunes font avant la fin du collège. Donc, il y a une sensibilisation dans cette formation PIX à la cybersécurité. Les jeunes sont assez sensibles au sujet, notamment réputationnel. Ils ont été beaucoup sensibilisés à la question d'harcèlement. Donc, ils sont plus formés que leurs parents. Par contre, là où on a un sujet, c'est les usages et les formateurs, comme disait Valérie. L'usage dans un établissement scolaire du numérique, c'est un usage collectif. Il n'y a pas de notion de mot de passe, il n'y a pas de notion de protection du matériel, c'est relié au service informatique de l'éducation nationale, et selon le niveau dans lequel on est, soit c'est l'école primaire et donc c'est la mairie qui s'en occupe, soit c'est le collège et c'est le département qui s'en occupe, soit c'est le lycée et c'est la région qui s'en occupe. Et donc du coup, ce service-là, il est assez éloigné. D'où les récentes attaques qu'on a vues où les jeunes gens de primaire se sont retrouvés devant les images pornographiques suite à un piratage de services informatiques d'un établissement scolaire. Donc, là où on a encore un enjeu et là où on a encore beaucoup de travail à faire, c'est de former les formateurs, les enseignants, à comprendre le back-office, parce qu'ils sont utilisateurs que d'interface, pour qu'ils puissent expliquer et mettre en œuvre cette sécurité-là face aux jeunes gens. Quand vous arrivez... Moi, mon premier métier, c'était la banque.
Je suis rentrée en banque en 2007. J'ai eu une apprentie en 2009, donc une alternante. Elle est arrivée à 8h20 comme il faut. 8h30, on ouvrait l'agence. 8h30, elle était toujours devant son écran éteint. Je fais, qu'est-ce que tu fais? T'es arrivé à temps, il faut vraiment allumer le PC. En plus, c'était grosse bécane. Enfin, à l'époque, on était vraiment quelque chose de pas au niveau. Et justement, on arrivait avant parce que la machine avait besoin de chauffer. Elle me dit, bah, je sais pas faire. Je fais, comment ça, tu sais pas faire? Elle me dit, bah, je sais pas faire. Quand j'arrive à l'école, l'ordinateur est déjà allumé. Et j'ai pas d'ordinateur à la maison. Donc, je sais pas faire. Et il est là le micro-truc. C'est-à-dire qu'on dit aux jeunes, attention à votre réputation. Ne parlez pas avec n'importe qui sur les réseaux sociaux. Ne partagez pas vos nudes sur les réseaux sociaux. Ok, ça, c'est plutôt intégré. Soit.